Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, ça roule. On sort d'une méga draft de Première Ligue où je suis très satisfait de mes choix, donc très content. Ouais, je vous conseille vivement la vidéo, franchement, vidéo très complexe en fait, où Willou, il est venu. En plus, il nous a mis des difficultés, de chez les Ouais, difficultés. arme. Non seulement il y avait un budget à respecter pour pouvoir choisir le meilleur 11 possible en Première Ligue, selon les valeurs marchandes en ce moment de Transfer Market. Mais au-delà de cela, en fait, il m'a donné 48 heures. En fait, moi, je pense que c'est Oui, ça oui, qu'on c'est n'a vrai. pas encore discuté, c'est ça qui m'a le plus Ouais. énervé. Il m'a Même donné moins, je 48 heures. En crois. fait, Même moins, je crois. j'ai lu le truc, j'ai dit, Ouais. mais attends, j'ai dit non, moi je suis un guerrier, Oui, moi oui. je dis pas non, j'y vais, on va y aller. Finalement, Désolé, ça j'ai en un est peu de sorti. retard sur mes sujets, sur mes idées de sujets en Non, ce mais moment. t'inquiète, c'était Effectivement, cool. je nous ai mis dans la difficulté. Je suis d'accord. Non, c'est bien, Tout à c'est fait. bien, ça met un peu de pression. Et voilà, donc du coup, superbe vidéo que je vous conseille vivement d'aller voir. Aujourd'hui, on va parler en fait des changements de position qui ont été pertinents la saison Hmm. passée. Souvent, ça arrive en fait qu'en cours de saison, en fait, pour reprendre mon argumentaire, c'est beaucoup plus simple. Le football, il a changé. Le boy, il avait raison. Le boy, il avait raison. Le boy, il avait raison. Le football, il a changé, je dis bien. Parce qu'à un moment donné, si tu regardes bien, c'est plus une question, en fait, de positionnement sur le terrain, en fait. C'est une question d'animation de jeu. C'est ça, on est rendu là, en fait, réellement. On n'est plus dans cette vision tout petit peu qui était cartésienne dans le temps où c'était non, ça marche comme ça, c'est 1 plus 1 égale 2, donc c'est 4-4-2, et puis il y a un Hmm. ailier, il déborde, et puis toi, tu restes comme ça. Non, maintenant, c'est plus vraiment ça, en fait. Maintenant, on balance un joueur sur le terrain et il y en a certains qui peuvent bouger. Il y a de la mobilité. Et donc, du coup, la saison passée, on a eu l'occasion de voir pas mal de joueurs qui, à un certain moment, sont sortis de leur position naturelle ou leur position de formation, on peut dire, pour se retrouver à une autre position et ils ont été pertinent. Tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Souvent, on voit ça dans les jeux vidéo avec Hmm. des cartes hors position, etc. et tout. On a même vu, je pense récemment, Kyle Walker, gardien de but. Si je ne me trompe pas, j'ai vu ça passer. Donc, du coup, là, on n'est pas allé à cet extrême-là, mais on est allé voir un tout petit peu Ouais. ce qui a eu à fonctionner la saison passée. Donc, du coup, Willou, dis-moi, est-ce qu'il y a un changement de position Ah, il y en a qui, beaucoup, ouais. voilà, Ouais. Hmm. quels sont ceux qui t'ont particulièrement bluffé un peu, où tu es comme non, le gars, il a osé, il a tenté, ou enfin, il l'a fait? Écoute, déjà, je vais saluer la qualité du sujet. Ça me fait plaisir de voir le Stan tacticien. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce truc. Tellement de choix forts. Bah, en vrai, j'en ai 10-15 là, mais je vais juste commencer par un. Bon, parce que c'est celui auquel je crois, tout le monde pense, parce que c'est un des marquants de la saison. C'est John Stones qui passe au milieu de terrain, dans le milieu en boîte. Voilà, on en a beaucoup parlé sur les derniers mois, donc je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Mais simplement, quand vers la mi-saison, voire 2 tiers de la saison, ça arrive assez tard. Genre, je pense quelques matchs après la défaite contre Tottenham, à partir de laquelle City enchaîne et lâche quasiment plus rien. Voilà, Stones dans le double pivot, en possession, dans ce milieu en boîte, avec Gundogan plus haut, aux côtés de Rodri. On a vu des qualités de Stones qu'on n'imaginait pas, notamment ses incursions dans la surface, même sans ballon, dans le demi-espace, vraiment hyper intéressant. Ça a permis à City de résister encore davantage à la pression, d'installer cette base solide et je pense peut-être surtout de mieux se protéger en cas de transition défensive. Peut-être plus que ça, c'était le rôle de Stones. À la perte de balle, bah, tu as cette deuxième personne dans l'axe aux côtés de Rodri. Donc ouais, Stones au milieu de terrain, le Stones Beckenbauer qu'on a vu sur la finale de Ligue des Champions, la relation Stones-Guardiola qui a encore pris de l'épaisseur, et un gars qui est là depuis un moment maintenant, et comme Grealish la saison passée, c'est un gars qu'on a longtemps montré comme un des flops de la stratégie de recrutement de City, qui achète des Anglais très chers et ça marche pas. Bon, au final, la rédemption, elle est là pour Stones, et en grande partie grâce à ce changement de position. Il y a un top changement de position et je pense, si je ne me trompe pas, même qu'au courant de la saison, il a aussi eu l'occasion de jouer dans cette position un tout petit peu latérale. Même avant, il avait eu l'occasion de le faire. Et Pep Guardiola avait dit à un moment donné un truc très important que j'avais vraiment apprécié dans un entrevue, où il disait que c'est pas une question de... Il dit Kyle Walker a ses facultés, a ses abilities, mais il disait qu'en fait, la capacité à pouvoir tactiquement, je pense, monter, se positionner, jouer des fois sans ballon, ça, c'est John Stones. Et c'est ça qui fait la différence des fois entre certains joueurs. C'est qu'il y en a, en fait, tu joues, tu te bases sur certaines habilités physiques et tout, ça marche. Tactiquement, tu comprends le jeu, ça marche. Mais il y en a d'autres qui, des fois, de temps en temps, sans ballon, sont capables d'être pertinents. Et quand il vient se greffer au milieu de terrain, non seulement il offre une option,
il porte. Et franchement, il a été sensationnel. Une superbe finale de Ligue des Champions. Un match, je pense qu'il va s'en rappeler. Ils avaient dit Money can't buy stones ou Money can buy stones. Ils se moquaient un peu de lui quand il est arrivé, je dis bien, de Everton pour 50 millions. Mais Jean-Pierre, franchement, il s'est géré. Top performance de sa part, bravo. Alors, je vais surenchérir directement, en fait, et aller directement avec... alors, on va y aller avec... je dis changement de position, adaptation automatique, en fait, et j'ai envie de saluer Xavi sur ça. C'est la saison passée, ça a été très intéressant. On l'a vu plusieurs fois, parce qu'ils ont eu l'occasion de jouer plusieurs fois le Barça et le Real. C'est Vinicius contre Araujo. On a compris qu'Araujo, c'est le défenseur central. Normalement, c'est lui qui est dans l'axe. C'est lui qui est le central, en fait. S'il joue à 3, normalement, tu dois avoir Jules Koundé qui est là et puis Christensen qui est là parce que c'est ce nouveau Barça-là avec un Baldé qui est beaucoup plus haut. Mais on s'est rendu compte lors des Clasico la saison passée que Vinicius posait problème peut-être à Jules Koundé. Peut-être que Jules Koundé était un peu plus à l'aise avec Karim Benzema. Il y en a un où il a fait un bon match d'ailleurs contre Benzema, si je me rappelle bien. Donc, il était peut-être plus à l'aise avec Benzema. Et donc, ils ont fait cette permutation-là qui a été vraiment exceptionnel. Vinicius a eu des soucis. Je pense que sur tous les matchs, je pense qu'il a eu une mi-temps. Il me semble qu'il a eu une mi-temps où il a eu peut-être l'avance sur Araujo. Je m'en rappelle, j'ai eu l'occasion de le dire dans un débrief. Mais sinon, Araujo a fait un travail exceptionnel. Et là encore, ça a montré la versatilité de Araujo, qui est capable, en plus de ça, de se projeter, de monter. L'année passée, on l'a vu à un moment donné, il prend le ballon, il part, il fait un slalom, il fait même une genre de roulette, il frappe, ça va à côté. Tu te dis, ah, le gars, il n'a pas peur, en fait. Il n'a pas peur de se porter. C'est un leader. Donc, voilà, c'est cette permutation-là que j'ai trouvé très intéressante entre Araujo et Jules Koundé, les soirs de Classico. Tu sentais vraiment qu'il y avait de la solidarité dans l'effectif. Et ça, c'est fort et ça, c'est beau. Ouais. Et notamment contre Rashford aussi. Contre Rashford, oui. Donc régulièrement, l'option de Xavi, quand il y a un ailier gauche très très percutant, très dangereux. Genre, je pense si le Barça jouait demain le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, ce serait pareil. C'est sûr. Araujo sur le côté. Effectivement, non, très bien vu et adaptation intéressante en cours de match, je veux dire sur certains matchs ponctuellement qui a payé pour le Barça. Écoute, tu parles du Barça, bon peut-être on peut dire le Real Madrid, de l'autre côté Camavinga latéral gauche, ça a plutôt pas mal marché. Notamment en équipe de France aussi, où il a rendu quelques services. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément le truc que tu imagines, surtout quand on connaît les latéraux gauches modernes, machin. Mais Camavinga, avec sa bonne vision et bonne portée de balle, mine de rien, il a ouvert des espaces. Je me souviens même le match aller contre City, avant qu'ils prennent leur tsunami là, au retour 4-0. Le match aller où il y a un partout, c'est lui qui sort le ballon et permet à Vinicius ensuite d'aller attaquer le grand espace. Très bonne sortie de balle. Je pense que globalement, dans l'ensemble, il a été plutôt bon sur cette position. Alors, je ne sais pas si j'ai envie de voir ça reconduit saison après saison. Je pense quand même qu'il a quelque chose à apporter au milieu. Et je pense quand même qu'on ne s'improvise pas défenseur du jour au lendemain. Le match retour contre City, sans ballon, il y a eu des problèmes dans la zone de Camavinga. Deux buts. Le premier de Bernardo Silva, il est un petit peu en dilettante, il couvre pas très bien la passe qui est donnée, je me souviens plus par qui, mais dans sa zone. Et le second, ou en tout cas un, où il revient de l'autre côté, il revient sur sa position gauche, et du coup il laisse le mec côté droit, parce que c'était consécutif à une touche, il le laisse tout seul. Bref, ça sert à rien d'expliquer toutes les actions sans les images, mais en gros Camavinga, il y a eu des moments où défensivement sans ballon, bon, on a vu, c'est normal, c'est pas un défenseur de métier. C'est ça, c'est un milieu de terrain, excuse. Mais il a rendu service. Franchement, il a rendu service et il était très intéressant avec ballon. Dans un monde idéal, le Real Madrid récupère un Ferland Mendy top niveau et tu peux remettre Camavinga au milieu. Mais je trouvais que c'était plutôt une bonne inspiration de Carlo Ancelotti et donc de Didier Deschamps aussi. Yeah, c'était bien tenté, bien osé. Ça me permet de rebondir même directement en fait dans un truc parce que bon, on fait ça en freestyle un peu. Il n'y a pas d'ordre de qui a fait le mieux ou pas. Mais moi, il y en a un qui l'année passée, franchement, Camavinga, il est latéral gauche, il se gère. Tu me parles de Didier Deschamps, j'ai envie de parler de l'équipe de France, j'ai envie de parler d'Antoine Griezmann en fait. Ouais, j'ai dit Grisou, franchement, Grisou Coupe du Monde. Grisou Coupe du Monde, c'est Grisou 6, 8, 10. C'est Grisou de tous les postes. C'est Grisou latéral gauche, Grisou latéral droit, Grisou défenseur central. Grisou, franchement, c'est un personnage qui est assez spécial, je trouve en fait. En dehors du football, je pense que peut-être que c'est un peu plus controversé de temps en temps sur certains points et je peux comprendre. Mais en termes de footballeur seulement, sincèrement, il n'y a rien à dire. C'est un excellent joueur de football. Un boy qui te donne... Tu comprends pas en fait. Il est partout. Il n'a pas
forcément le physique même d'être partout, mais il est partout. Genre, on rigole avec Antoine Griezmann, mais de temps en temps, c'est un mix entre Kanté et puis Zidane, en fait, tu comprends pas. Ouais, non, c'est clair. Donc sûr, voilà, grosse Coupe du Monde de la part de Grisou, dans un rôle, j'ai envie de dire, hybride. Tout à fait, en fait. Joueur fantastique. Voilà. Qualité technique, débauche d'énergie, un bon mix Atlético de Simeone et ses qualités naturelles. Franchement, Griezmann au top. Enfin, avant la finale, finalement perdue par l'équipe de France, on disait tous Griezmann, ça va être le MVP de la compétition. C'était le MVP de la compétition et c'était en grande partie grâce à ce changement de poste. Grave, il était top. Bien pour Grisou. On a parlé de Camavinga à gauche, on aurait pu parler aussi de Koundé à droite pour le Barça, où ça a plutôt pas mal fonctionné, et aussi en équipe de France. Donc intéressant, à un moment on avait en EDF Koundé à droite, Camavinga à gauche, le latéral droit reconverti du Barça et le latéral gauche reconverti du Real Madrid. C'était un peu spécial. Didier, il aime bien regarder du côté des grands clubs comment on fait. Et même si sur certains moments, c'est peut-être lui qui a été le premier à lancer le truc, à lancer la tendance. En tout cas, voilà pour Koundé, Camavinga. Peut-être... on a parlé de Man City et de John Stones. À une époque, il y a quelques mois, c'était un peu Nathan Ake, le gros truc aussi. Ake en latéral gauche, pour un central, c'était pas commun. Énorme saison. Lui aussi, la saison de rebond, après des moments plus difficiles. L'adaptation, elle était enfin là. Il était très, très intéressant dans cette ligne sans vrai latéral, du coup. Ce 3 boîte 3 ou 3, 2, 2, 3, enfin comment on veut, ça dépend de comment on veut le voir, mais voilà, c'était pas mal Ake sur cette position. Défensivement, il a été top, quelques interventions salutaires, donc je mettrais aussi Ake, et Akanji aussi dans un rôle qui était un petit peu différent de celui qu'il a connu. Non, Guardiola c'est vraiment dépassé sur ses innovations tactiques, tout en conservant quasiment toujours un petit peu le meilleur 11, et sur les tours importants de Ligue des Champions, il n'a pas trop bousculé son système, mais c'est parce qu'il avait trouvé assez tôt dans les phases d'élimination directe. C'est ça qui est exceptionnel en fait avec lui, c'est que tu te rends compte que finalement tous les boys sont obligés presque de jouer à tous les postes, surtout défensivement, et ils s'en sortent très très bien. Donc l'année passée, franchement, ça a été un gros shuffling défensif, mais toujours pertinent, où je pense Akanji à un moment donné, il est droitier, il s'est retrouvé latéral gauche, il a rien compris, mais il a fait son match. Donc c'est assez exceptionnel. Dans cette position de latéraux-là, et c'est là où on voit en fait que c'est assez intéressant, parce que cette discussion-là nous amène à voir un tout petit peu comment le football de temps en temps il peut changer en une année. Et on s'est rendu compte que ces 2 dernières années, en fait, il y a cette nouvelle tendance-là de mettre des défenseurs centraux comme latéraux. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que tu n'as plus besoin peut-être de ce latéral conventionnel-là, en fait, tu vois. Le latéral n'est plus forcément, je ne sais pas, le Roberto Carlos, le Cafu, machin, je ne sais pas, le gars qui déboulonne, qui court, qui centre et tout, tu vois. C'est quelqu'un qui doit faire un peu mieux, un peu plus. En fait, tu vois, il doit avoir ce rôle défensif aussi qui est très très important. Il doit avoir un rôle de couverture. Il doit être capable de porter le ballon. Il doit être capable de jouer dans les demi-espaces, en fait, tu vois. Donc il y a pas mal de choses qui ont fait évoluer le football de telle sorte que je me rends compte que finalement, c'est avec des boys qui sont formés défenseurs centrales, la majorité. Ouais, et puis disons la popularisation de la défense à 3 a fait qu'on a eu beaucoup de latéraux qui passent 3e centraux, genre même Kyle Walker. À une époque, ça fait plus longtemps qu'on le voit 3e central. Mais il y a plein de gars qui ont fait ce chemin, effectivement, qui sont rentrés un petit peu à l'intérieur depuis des postes de latéraux. Donc disons que le fait qu'il y a ces défenses à 3, ça mixe un peu la distinction, ça mixe un peu la séparation entre latéral et central. Maintenant, on a un gars qui est un petit peu au milieu, donc finalement, est-ce que les latéraux peuvent pas devenir des centraux, comme Luke Shaw à Manchester United d'ailleurs cette saison, ou alors dans le sens inverse, comme Ake de central à latéral. Effectivement. Et c'est ce qui nous a donné cette saison à Arsenal. Moi, je pense un des meilleurs latérales droits qu'on ait jamais eu depuis très très longtemps. Ben Blanc, franchement. Benjamin White, top player. Franchement, top player, excellent. Lui aussi, il nous a coûté cher. De la même manière que Stones, il a coûté 50 millions. Il nous a coûté 50 millions à Brighton, qui a toujours été dur en négociation, anyway, cette équipe-là. On arrive avec Ben Blanc et ça prend du temps. Ça prend du temps, en fait, un tout petit peu. Mais quand Arteta a réussi à le mettre dans cette position-là sur le côté droit, on se rend automatiquement compte, en fait, que le gars, il est à l'aise, il sait porter le ballon. Son link-up avec Bukayo Saka a été excellent cette saison. Plusieurs fois, il nous a sorti des passes. Tu avais l'impression que le gars, c'est un milieu de terrain. Mais il nous a dit qu'il a eu l'occasion, quand il était jeune, de jouer milieu de terrain, latéral, tout ça. Il a joué un peu partout. Je vois qu'il a ce genre de physique-là. J'ai hâte de le voir peut-être à un moment donné en position de 6. C'est la chose qu'il n'a pas encore
tenté. Je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, l'année passée, je me disais, quand les Thomas partaient, ça commence à devenir fatigué et tout ça. Mais je disais, balance Ben Blanc. Mais Tomiyasu était blessé, donc c'était difficile. Mais voilà, un très très bon joueur qui... La seule chose qui manque dans sa carrière en ce moment, c'est de s'imposer en équipe nationale. Mais bon, avec Southgate, apparemment, ça avait été compliqué lors de la Coupe du Monde. Donc ouais, Ben Blanc, latéral droit. Pas mal, pas mal. Je pense que c'était solide. Et même dans certaines phases qui s'insérait un petit peu au milieu, parfois avec Zinchenko aussi de l'autre côté pour faire un peu la plateforme. D'ailleurs, il était sur ma liste, Zinchenko aussi, dans cette position-là où il rentrait, où comme je disais, le double pivot, c'était vraiment Partey Zinchenko. Et d'ailleurs, en pré-saison, on le voit avec Arsenal, en fait, où c'est Kiwior qui rentre dans ce double pivot-là pour venir à côté de Jorginho. C'est pas la même qualité, définitivement. En ce moment, on est en pré-saison, c'est sûr. Mais tu vois réellement cette idée-là, en fait. On est arrivé, c'est fou en fait comment tout le monde suit les tendances. C'est comme les modes en fait, tu vois. Il y a des gars qui sont contre la mode depuis longtemps, des Cholo Simeone, des machins, ils en ont rien à faire en fait. Eux, ils ont un style, ils vont y aller jusqu'à la mort, ils vont aller avec leur style. Mais sinon, si tu regardes bien, tout le monde s'adapte en fait, tu vois. Défense à 3, les gars essaient de s'adapter. Milieu en boîte, aujourd'hui, c'est à la mode, les gars essaient de s'adapter. Donc ça te donne plus de... Même Liverpool va faire sans doute un milieu en boîte saison prochaine. Définitivement. Szoboszlai, McAllister, ça doit fonctionner comme ça normalement, que ce soit les Harvey... Alexander-Arnold du coup, qui pivote, qui rentre à l'intérieur, peut-être aux côtés d'un milieu défensif qui a priori donc sera pas Fabinho parce qu'il va partir, sera pas Henderson parce qu'il va partir, donc il y a quelque chose à réfléchir autour de ça. Trent a joué numéro 6 hier lors de leur match, ils ont gagné 4-2, ils étaient menés 2 à un moment donné, ils ont marqué 2 buts dans le temps additionnel d'ailleurs. Trent a joué numéro 6, il y avait un latéral, hein, Trent a joué numéro 6, hein, franchement, je dis bon, là on est en amical, tu peux te permettre, mais Trent il vient numéro 6 tout seul en première ligue, on le tue, il est foutu. C'est vrai que c'est intéressant dans les développements tactiques des dernières années et ça explique beaucoup de changements de position qu'on a mentionnés ici. Le milieu en boîte là, le 3-2-5 ou 3-2-2-3, on l'a vu bien sûr avec City cette saison, on l'a vu avec Arsenal en phase de possession, avec le Barça en phase de possession. En fait, tous les Guardioliens et les disciples guardioliens, et peut-être même maintenant Klopp avec Liverpool, on voit beaucoup ce milieu en boîte, même si Klopp sera peut-être 3-4-3, mais bon, en vrai 3-4-3 c'est un peu pareil que 3-2-5, donc intéressant, ouais, effectivement, le changement de position de Trent Alexander-Arnold, qu'on a vu un petit peu sur la dernière partie de saison aussi, ses entrées en tant que latéral inversé là, j'ai hâte de suivre parce que je pense que Liverpool est vraiment une des équipes à suivre la saison prochaine. Donc on aura notre œil, et notamment comme tu l'avais souligné sur cette ouverture de Premier League contre Chelsea qui va être assez cool à suivre. J'en ai quelques autres. Joelinton, qui revient au milieu. Eddie Howe, le coup de maître, un gars qui avait été acheté cher en tant que numéro 9, ça marchait pas du tout. Tu le fais reculer d'un cran. Et on n'imaginait pas forcément Joelinton milieu avancé dans un 4-3-3 un peu classique. Pourtant, il y a totalement détonné aux côtés de Willock, de Bruno Guimaraes. Bon, maintenant, avec Tonali qui arrive, ça peut faire quelque chose d'hyper costaud. Et ça, c'est vraiment une belle réinvention. Quand tu changes un gars qui t'a coûté cher, en plus pour un club comme Newcastle, qui n'avait pas forcément trop de moyens, même si ça date pas exactement de la saison dernière, je crois que c'est juste un peu avant le début de la saison dernière. Ouais, quand même, cette saison, on l'a vu très très fortement, très bien. Et Joelinton, une belle trouvaille. Non, en fait, c'est simple, en fait. Tu vois, dans la vie, il y a 2 types d'individus. Il y en a comment on appelle ça quand la pomme, elle est un tout petit peu pourrie, ils coupent la partie qui est pourrie et ils font une tatin avec le reste. Il y en a d'autres, ils voient un tout petit peu pourri, ils jettent. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que je vois Newcastle, en fait. C'est comme ça que je vois Eddie Howe. En me disant que, ouais, effectivement, Joelinton, normalement, tu te dis, bon, allez, les Saoudiens sont arrivés, tu as de l'argent maintenant, tu aurais pu te dire, allez, le boy, j'ai le truc. Mais non, il a travaillé avec lui, il a vu du potentiel. Et c'est pour ça que moi, Eddie Howe, il me fait peur. Parce que je dis, ouais, il travaille en soum-soum, il fait ses affaires, tout ça. Mais attention, tu vois, là, ils viennent d'aller chercher Barnes, c'est des top players. Je dis, c'est des boys que nous, on connaît. Moi, je regarde, je vois, nous, on connaît. Barnes, c'est un des joueurs préférés de mon père. Là, quand il va voir la vidéo, il va savoir, Barnes, c'est un des joueurs préférés de mon père, en fait. Lui, il aime ce genre de boy de première ligue là. Efficace, il court, il frappe. Tu t'imagines en Ligue des Champions? Top. Mais ça va être une dinguerie. Ça, je dis qu'aujourd'hui, Newcastle, il travaille bien. Et effectivement, Joelinton, ce repositionnement-là, même Joe Willock, hein, ils ont beaucoup travaillé sur lui et tout, tactiquement, par rapport à ce qu'il peut faire et ce qu'il peut donner. Et non, ça a été top. Donc, du coup, moi, je vais enchaîner avec, écoute, tu me donnes un gars comme ça, moi, je te donne un gars comme Danilo Pereira. Paris Saint-Germain, franchement, moi c'est un des gars que, franchement, moi tu me dis PSG, aujourd'hui je te dis Danilo, parce que c'est ça,
C'est ce genre de boys-là, en fait, que tu vas avoir dans ton club. Des boys, tu sais qu'eux, ils sont sérieux, ils jouent partout, ils n'ont pas de problème, en fait, tu vois. On peut le critiquer, ouais, l'esthétique, machin, on s'en fout de l'esthétique. Ce qui est important, c'est l'efficacité. Et sur un terrain de football, Danilo Pereira, de ce que j'ai eu l'occasion de voir, franchement, en termes de constance au Paris Saint-Germain, je pense que les fans du PSG ne nous laisseront pas mentir, c'est un des boys les plus constants, en fait. Que ce soit en défense centrale, en position de numéro 6, centrale droite, centrale gauche. En fait, le gars, n'importe où, en fait, on l'a mis défensivement, il s'est géré, il a dépanné énormément la saison passée quand il y a eu des blessures. Et quand il monte dans sa position de numéro 6, il est aussi à l'aise. Donc, ouais, Danilo qui revient en défense, je trouve même que moi, je l'aime bien dans cette position-là, en fait. Donc, voilà. Ouais, carrément, carrément. Moi, je pense que Danilo Pereira, c'est typiquement le joueur... le plafond est pas hyper élevé, mais par contre, il a toujours maintenu un niveau plancher plus que correct. Et au PSG, c'est suffisant pour faire de toi parmi les tout meilleurs joueurs de la saison, en fait, quand on a un exercice 2022-2023 aussi catastrophique. Non, c'est vrai, il y a plein de supporters du PSG qui viennent, qui m'en parlent. Danilo Pereira, bon, c'est une de nos satisfactions. Et on verra son utilisation, effectivement, peut-être même s'il y a défense à 3 avec Luis Enrique, à voir. Ce sera intéressant à suivre parce que maintenant, il y a eu de grosses recrues aussi sur les postes de défenseurs centraux, Hernandez, Skriniar. Et justement, en parlant de Skriniar, moi, un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, qui a peut-être été un peu éclipsé par la fulgurance de Di Matteo côté gauche pour l'Inter, qui était un petit peu la révélation. Une saison comme ça de Di Matteo, pas grand monde l'attendait. Mais le changement tactique intéressant, c'est avec la blessure de Skriniar, il a fallu trouver quelque chose de différent à l'Inter, et c'est Darmian qui est devenu troisième central, aux côtés de Bastoni et d'Acerbi, qu'on a eu l'occasion de voir tout au long de cette campagne de Ligue des Champions. Je crois que c'est après le match aller contre Porto qui change de position, et ça a très très bien marché. Donc voilà, c'est mon dernier petit shout de la vidéo. Darmian en troisième centrale, à droite. Pas commun de voir un piston reculer en tant que troisième centrale, mais ça a été pas mal, et ça a notamment libéré le couloir pour Dumfries, qui a plutôt pas trop mal fini la saison, je pense. Donc voilà ce que je dirais pour citer un Italien. Ah non, c'est cool, franchement, il n'y a absolument rien à dire. En plus, une très belle défense. Je pense qu'ils ont géré les clean sheets en Ligue des Champions, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien. Donc, ouais, effectivement, très bon repositionnement tactique. Maintenant, je ne sais pas si vous, en commentaire, vous en avez d'autres à nous donner par rapport à la saison passée. Il y en a d'autres qui vont arriver cette saison aussi, en fait. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles tu te dis, bon, moi, ça me stresse un tout petit peu. Moi, mon Kai Havertz, là, qu'on veut mettre numéro 8, moi, depuis lors, ça fait... Je regarde, hein, je suis là, je regarde. J'ai pas encore débriefé, mais je regarde. Je regarde mes matchs. Hier, j'étais là, j'ai vu mon All-Star Game. La dernière fois, j'ai vu le match contre les gars là-bas de, je ne sais même plus c'était quel club en fait. Je ne sais même plus c'était quel club. On a joué là-bas, deuxième mi-temps de Tokar. Mais Kai Havertz en numéro 8, on va nous le ramener en fait dans ce rôle-là, mais dans un rôle où il a eu l'occasion de jouer milieu de terrain, de flotter à Leverkusen. En première ligue, l'intensité, elle est différente. C'est le rôle de Granit Xhaka qu'on va te demander de remplir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison. Hier, on a vu Trossard dans ce rôle-là. Tu avais l'impression d'avoir des vibes à la, je ne sais pas, Santi Cazorla, presque un tout petit peu Thomas Rosicky. Il a été excellent. Donc il y a des repositionnements tactiques cette saison qui vont être faits, des nouveaux, et il y a des confirmations aussi, comme Trent Alexander-Arnold dans cette position de milieu de terrain. Donc, je sais pas. J'ai juste hâte à ce que la saison commence pour voir comment est-ce que chacun va se débrouiller et comment est-ce que les coachs vont réussir, peut-être, encore une fois, à nous surprendre. Ah, c'est intéressant. Écoute, j'ai vu aussi la compile de Trossard sur Twitter. Je l'ai vu passer dans mon fil d'actu. Gros match. Je trouve ça juste dommage que pour peut-être une des plus grandes saisons de votre histoire récente, vous allez porter ce maillot jaune atroce là, bleu et noir. Mec, je comprends pas. Bah en fait, il y a une histoire. Là, vos grands matchs. Il y a une histoire derrière. Ils nous ont raconté toute une histoire en fait en disant que ouais, c'est les chemins. Il y a toujours c'est les chemins de fer de Londres ou machin, etc. J'étais comme mais les gars, franchement, mais je sais pas. Faites des rails normaux. Faites un train, je sais pas. T'es pas obligé de. Ils auraient pu faire un train et puis genre mettre comment on appelle ça le machin là, notre canon quelque part, je sais pas, ils auraient pu blaguer un truc, mais là franchement là c'est difficile hein, c'est difficile. Mais le maillot domicile est bien. Non, le domicile est frais cette année, mais l'extérieur là, j'ai hâte de voir le third. On va voir.
Le maillot top. Peut-être qu'on va plus jouer avec ça aussi. Après, des fois, ça peut être une question de superstition dans le vestiaire. On sait jamais, tu vois. D'un coup, on se rend compte que voilà, il faut qu'on joue le maillot là. Il faut qu'on perde. Je me demande toujours la réaction des entraîneurs ou des joueurs quand ils découvrent le nouveau maillot et genre s'ils l'aiment vraiment pas. Genre, je me demande si on avait le All or Nothing Arsenal là, la réaction d'Arteta quand il découvre le maillot jaune. Non, tu as vraiment envie de savoir, surtout que tu te dis qu'ils sont obligés de prendre les photos, de faire les top modèles, de faire les malins, de faire les trucs, etc. Ouais. Avec bon, alors que là cette année il y a quand même des bangers, tu vois. Moi le Real, j'ai vu domicile extérieur, c'est trop frais, trop frais, j'ai dit. Il y a quelqu'un qui l'a porté à la gym hier, là, le maillot domicile du Real. J'avoue, le combo blanc, il est beau, doré, bleu marine. Le Real quand même cette année. Avec flocage Bellingham, là, en lettres un peu cursives. Non, c'est pas mal, hein. J'ai dit, c'est vraiment, non, ils se sont surpassés, les gars de Adidas, quand même, sur certains cas. Mais bon, on va dire qu'Arsenal, il faut qu'on fasse une deuxième grosse saison pour qu'on commence à nous respecter un tout petit peu sur le maillot extérieur. On va voir en Ligue des Champions, on sait jamais, tu vois. Mais c'est un maillot aussi qui est pas bon pour les boys qui ont des problèmes de, comment on appelle ça, là Ah oui, voilà, oui, daltonien. C'est ça, franchement. Si tu es daltonien, mon gars, tu risques d'être un tout petit peu perdu parce que tu es pas sûr. Ça peut être jaune, ça peut être truc, etc. Tout ça. C'est un maillot même, il peut te créer des crises d'épilepsie. C'est un maillot, normalement, nous, avant le match, on doit faire des disclaimers en disant attention quand vous jouez contre Arsenal. Non, mais tu vois, le maillot, il m'a l'air assez dangereux. Le maillot, il te trouble les yeux et tout. Donc, bref. Écoute, peut-être qu'on fera un épisode sur les meilleurs et les pires maillots. On devrait d'ailleurs, franchement, ça serait assez intéressant. Tiens, on va attendre, ouais, pourquoi pas, peut-être dans quelques semaines, balancer ça, sortir genre le top 5 ou le top 3 et le top 3 flop. Ça pourrait être pas mal, définitivement. Écoutez la famille, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne de Willou sur la Première Ligue. Franchement, super top vidéo. Il n'y a absolument rien à dire sur la draft Première Ligue cette saison. J'espère que vous allez nous proposer aussi la vôtre sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Et d'ici là, on se capte très bientôt. Comment je finis d'abord encore mes vidéos c'est ça qui m'arrive en fait quand je sors de mon rythme, tu vois. C'est comme un rappeur en fait, tu vois. Après, tu sors de ton rythme. On reste en paix et en santé. Voilà, c'est le plus important dans tous les cas de figure. On est ensemble, tous outsiders.